Alors j'aimerais maintenant discuter un peu de la guerre en Ukraine, parce que ça nous touche tous. Comme vous le savez, Trump nous promettait de régler cette guerre en Ukraine assez rapidement, ce n'est pas le cas. Pourquoi ça bloque autant? Et puis s'était-il trop engagé dans ses promesses? Alors effectivement, on fête le triste quatrième anniversaire de ce déclenchement de ce conflit, qui, rappelons-le, hein, c'est un conflit dont il a hérité, qui a explosé sous l'administration Biden, Qui avait commencé en 2014 aussi, hein. oui, encore une fois, donc l'administration Obama d'une certaine manière, donc Ouais. qui a montré que ce qu'avaient mis en place Obama et Merkel avec les accords de Minsk Ouais. n'avait pas tenu, et notamment face à un dictateur ou un tyran à la puissance de Vladimir Poutine. Je pense que ça a montré que sans vouloir être le gendarme du monde, pour rejoindre sur cette notion de néo-impérialisme, d'interventionnisme, il faut quand même avoir un leadership fort pour pouvoir être respecté. Et d'où, je fais le parallèle, hein, mais avec la ligne de la politique extérieure de Donald Trump, qui est la paix par la puissance, c'est que si vous voulez assurer la paix, il faut que vous puissiez réaffirmer une certaine volonté et démonstration de puissance. D'où la communication sur la puissance de guerre militaire américaine, qui est considérable, mais qui nécessite d'être employée à bon escient et surtout dissuader des velléités tant de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine ou d'autres pays avoisinants, si ça devait être le cas, que de la Chine vis-à-vis de Taïwan ou que dans d'autres conflits. J'en viens à la promesse de Donald Trump de campagne qui était de dire je résoudrai ce conflit en 24 heures. En fait, vous aurez compris que pour résoudre un conflit, il faut que les différentes parties prenantes acceptent de négocier. Il y a une chose qu'on ne pourra pas lui enlever, c'est son volontarisme pardon, ce volontarisme d'arriver à une fin de ce conflit et donc d'avoir sacrifié beaucoup de son capital politique sur des affaires internationales sur sa première année du mandat. Et d'ailleurs, je peux vous assurer que vis-à-vis de l'année électorale qui nous attend, c'est quelque chose qui lui sera largement reproché, quels que soient ses résultats, que ce soit des succès, que ce soit des échecs ou des succès en devenir. C'est des choses, évidemment. En quoi est-ce que l'Américain moyen de Pennsylvanie ou de Californie, ça change son quotidien d'une certaine manière. Donc nous, on le vit par compassion, par sympathie pour le peuple ukrainien ou parce qu'on a une proximité géographique, il y a une question légitime qui est de se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on s'engage dans un conflit qui concerne davantage les Européens que les Américains? D'accord, mais personne ne l'a obligé aussi à affirmer qu'il arriverait à résoudre ce conflit en 24 heures. Bien, non, certes, mais de fait, il y a eu un manque de stratégie et une incapacité de l'administration Biden d'expliquer quelles allaient être les actions et jusqu'où de l'administration américaine pour mettre fin à ce conflit. Pourquoi est-ce qu'on était engagé? C'est pas tant en soi les fonds, mais c'est le but de guerre et jusqu'où est-ce qu'on nous allons aller. Quand moi j'entends la France aujourd'hui, via la personne d'Emmanuel Macron, qui dit on a une dette de 90 milliards de plus qui vont être engagés alloués au profit de l'Ukraine. Avec un emprunt commun, hein, C'est ça, mais européen. je veux dire, on a le sentiment que la stratégie même là, elle n'est pas partagée. C'est évidemment, on a envie de soutenir, quoi qu'il en coûte, l'Ukraine. Mais de fait, il y a cette question, c'est en quoi est-ce que ça va empêcher que cette guerre ne se prolonge pas sur des années et des années sur le dos des victimes, enfin sur le dos des soldats ukrainiens qui sont, et accessoirement russes, qui sont dans une pleine boucherie humaine depuis plus de 4 ans. Donc évidemment, il y a un courage immense, mais il y a surtout les armes qu'on doit arrêter. Moi, je refuse de mener cette guerre par proxy et je trouve ça d'un cynisme extrême de vouloir considérer qu'on soutient ce peuple juste en alimentant à travers des capitaux des armes et éventuellement, potentiellement, des troupes françaises. On pourrait argumenter que l'Europe est le proxy des États-Unis pour cette guerre. Ça permet de neutraliser la Russie et aux États-Unis de se concentrer sur l'Asie. Indéniablement. Et ça fait partie de leur doctrine, hein, certes. Donc ils rappellent, ce conflit est à vos portes et c'est à vous de le gérer. Mais à côté de ça, on pourrait se demander aussi dans quelle mesure, nous-mêmes, par hypocrisie, on joue pas un double jeu parce qu'il y a eu des embargos et des sanctions vis-à-vis de la Russie, et alors qu'on continue d'importer du pétrole et du gaz qui a été raffiné notamment d'Inde, qui génère une inflation immense et qui continue à faire tourner la machine de guerre russe, tu sais, dans Une inflation européenne, oui, vous une voulez dire? inflation indéniablement, ouais. Qui est quand même très bien contrôlée, hein. On est autour de 2% Ah ouais, aujourd'hui. mais sur l'énergie, c'est assez considérable. Et de fait, ça encore une fois montre qu'on est tombé dans un piège où on s'est rendu dépendant voilà, de menaces géopolitiques qui avaient été mal identifiées et sur lesquelles on n'a pas su diversifier l'approvisionnement de nos ressources. Et qui montre que, encore une fois, on va critiquer le manque de volontarisme, ce qui me paraît un peu osé vis-à-vis de Donald Trump, et sur le fait de dire, tiens, il faudrait qu'on impose des sanctions secondaires
à tous les pays qui importent du gaz russe, notamment en visant la Chine, l'Inde, potentiellement même la Turquie, hein, donc des États membres de l'OTAN, hein, et que c'est pas forcément suivi par nous autres États européens, je pense il faut qu'on rame dans le même sens, plutôt que de se dire, bah, tiens, c'est pas juste parce que c'est Trump qui le propose qu'on va volontairement faire notre propre coalition dans notre coin, qui, à mon avis, sont assez peu suivis des faits, et effectivement, ce conflit n'a que trop duré, on se réjouirait tous que, voilà, évidemment, soit que ça retombe dans sa situation initiale, soit que la ligne de front soit gelée, et malheureusement pour le peuple ukrainien qui aura à pâtir de cette situation-là, mais je pense que la paix restera un bénéfice immense pour les deux parties et pour avoir un monde plus stabilisé. Il n'y a pas un calcul très cynique du côté des Européens de laisser les Ukrainiens se battre et être en première ligne, tandis que l'Europe se réarme pour pouvoir faire face demain à une éventuelle agression russe? Non, bah alors oui, effectivement, c'est éminemment cynique, rappelons-le, hein, c'est des dizaines de milliers de morts par mois, c'est juste considérable. C'est sans doute pour moi un mauvais calcul. Effectivement, le fait que vous disiez qu'il faut se réarmer, ça nous montre qu'on n'a pas pris le pouls en fait, de cette situation où effectivement il y a des nouvelles une nouvelle grammaire un peu des relations internationales avec des blocs qui se définissent et sur lesquels on peut plus juste s'appuyer uniquement du parapluie américain. C'est la première des souverainetés, c'est notre défense, et de pas considérer l'armée ou la défense depuis Jospin comme un budget, comme étant une variable d'ajustement. D'accord. Et justement, donc une des premières décisions de Donald Trump lors de ce second mandat, ça a été de réduire, voire d'arrêter complètement la livraison des armes aux Ukrainiens. Est-ce que ça contribue à amener à la paix? La première chose, hein, je fais volontairement un pas en arrière, mais qui était de dire, dès son premier mandat, les gens disaient, tiens, Trump, il a annoncé, il va sortir de l'OTAN, ça va être la fin de l'Alliance Atlantique. Au contraire, Trump a été son catalyseur. Il a permis de renforcer à ce que l'ensemble des membres s'acquittent de leur contribution de 2%. Donc non seulement il ne l'a pas quitté, mais il l'a renforcé. Quelque chose que tous les présidents avant lui demandaient également. Oui, mais encore une fois, il y avait quelque chose de demander et d'obtenir des résultats. Absolument, moi, ouais. je ne juge pas à la transpiration, moi, je juge au résultat. Donc vous pouvez faire toutes les gesticulations que vous voulez, c'est à la fin de la journée. Alors après, on va vous dire, bah tiens, c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine que... Mais bon, in fine, on est passé de 11 membres à 20 membres qui versaient leur 2% de contribution à l'effort de financement de l'OTAN. Derrière, Donald Trump est encore plus volontariste parce que désormais, on a signé un engagement pour 5%, ce qui est absolument considérable. Et ceux qui font les experts du commentaire vous disent, mais de toute façon, c'est irréaliste. Après, ce que dit Donald Trump aussi au parallèle, c'est que c'est pas seulement une question d'argent, c'est vraiment une question de volonté. Donc, moi, là où je veux en venir, c'est qu'il a, dans un premier temps, stoppé les livraisons d'armes. Parce que évidemment il y a eu une question de qui finance et derrière il y a des garanties pour continuer des acheminements de livraison avec différents de batteries et autres, batteries patriotes qui seraient elles financées notamment par les Européens. Parce que l'enjeu c'est de ne pas financer ça à fond perdu et de pouvoir aussi garantir qu'il y a un soutien populaire qui se manifeste. Donc là effectivement on l'a dit tout à l'heure, hein, la guerre va se poursuivre, il y a 3 paramètres, hein, c'est des hommes, des armes et des fonds. Vous en coupez l'un des deux, des 3 c'est bien compliqué, vous en coupez 2, vous n'avez plus de guerre. Donc effectivement, on espérait à ce que ça s'arrête davantage par la Russie, mais il y avait une volonté de pouvoir montrer, à mon avis, de donner des gages pour que ça puisse calmer les velléités, notamment de Vladimir Poutine, ce qui manifestement jusqu'à ce stade n'a pas été concluant, mais on peut espérer que voilà, qu'est-ce que je voulais dire, enfin, qu'on puisse aboutir à ce conflit qui n'a que trop duré, et qu'à travers, à mon avis, une volonté, pas seulement en regardant à côté, on a laissé faire en 2014, il y a le Donbass qui a été pris sans tirer le moindre coup de feu par la Russie. Donc c'est qu'on a laissé faire et que là on porte chacun en nous cette responsabilité de voir laisser cet ogre russe se déployer et qu'aujourd'hui on arrive dans une situation où certes il y a eu des effets d'annonce, mais en parallèle de ça, on aurait tort de caricaturer ou de minimiser les efforts qui ont été déployés par Trump pour mener à terme ce conflit. Je fais partie de ceux qui les minimisent. Hein. Je me rends bien compte que s'il y a bien une personne qui essaie de faire quelque chose en ce moment, c'est Donald Trump. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas ça. Par rapport à cette rencontre d'Anchorage en Alaska, où on a de nouveau beaucoup commenté cette volonté de Donald Trump de parler d'égal à égal avec son homologue russe, est-ce qu'on ne lui a pas trop donné déjà aujourd'hui à Vladimir Poutine? Est-ce qu'il n'a pas justement la tribune qu'il souhaitait et il n'a pas déjà d'une certaine manière gagné une partie de la guerre? Je pense que Vladimir Poutine et derrière lui la Russie n'ont pas été réhabilités dans le concert des nations. Ça pouvait faire partie d'une piste un petit peu de négociation, de dire tiens, les sanctions seront relevées, vous réintégrerez le G8, vous allez redevenir un interlocuteur acceptable et dans ce cas-là ça permettra à ce qu'on
on accepte certaines de vos concessions. Manifestement, on aurait pu imaginer que dans une approche transactionnelle, ça aurait pu fonctionner. Manifestement, c'est ça qui montre que cette logique très jusqu'au-boutiste, je dirais pas messianique, mais vraiment idéologique, fanatique quasiment de la Russie, de poursuivre cet effort, cette machine dans laquelle ils se sont lancés, aux grandes dames de toutes ces générations qui sont sacrifiées sur un champ de bataille. De manière plus spécifique, sur la rencontre d'Anchorage, je pense qu'elle rétablissait un canal diplomatique qui avait été brisé depuis 2021. La dernière fois où le président américain Joe Biden et Vladimir Poutine s'étaient croisés, c'était à Davos, ils n'étaient même pas ensemble pour faire cette conférence de presse, et qui montre qu'il y a une insuffisance en fait dans la relation, et que c'était en soi assez déjà une réussite en tant que telle. Je rappelle juste que l'enjeu, c'était pas de donner un blanc-seing ou de réhabiliter et de faire un chèque en blanc à Vladimir Poutine pour qu'il occupe l'Ukraine, évidemment. Vous vous souvenez, il arrive à Anchorage en Alaska. La première chose que Vladimir Poutine voit, c'est un survol des bombardiers B2 qui ont oblitéré le programme nucléaire iranien quelques semaines auparavant en Iran. Donc il y a quand même cette volonté de faire une démonstration de puissance. Encore une fois, c'est des interlocuteurs qui sont retors, et ça se saurait si c'était simple à terminer. Et j'engage n'importe qui aurait une autre approche de la déployer à ce stade. Pourtant, la France, rappelons-le, au début de ce conflit, qui avait une voix singulière, en la personne d'Emmanuel Macron, il faut lui reconnaître ce mérite-là, est un interlocuteur privilégié pour mener cette discussion diplomatique. Manifestement, désormais, parce qu'on a cherché à se noyer derrière une coalition des volontaires, notre voix est un peu étouffée. On dilue en fait le pouvoir et la voix qu'est censée avoir la France. Donc moi, c'est un peu ce que je reproche. D'une certaine manière, on brade un petit peu cette voix VOIE et VOX que pouvait apporter cette troisième voix que pouvait apporter la France. En même temps, on est plus puissant si on est plusieurs. Bah pas forcément. C'est là typiquement peut-être que là l'idée de faire la mutualisation de la puissance nucléaire, oui, enfin on sera sans doute pas d'accord là-dessus, hein, mais on va en discuter. Non, peut-être, hein, mais voilà. En tout cas, je pense pas. En tout cas, si on entend une seule voix, je pense que, enfin voilà, une seule voix à plusieurs, c'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. J'entends bien que la voix de Trump porte davantage que la voix de Macron, si vous voulez. Donc j'imagine mal que la voix de la France, qui est une puissance moyenne aujourd'hui, puisse être d'égal à égal avec Vladimir Poutine. En revanche, j'imagine davantage qu'une coalition représentant des pays sérieux et puissants en Europe puisse parler d'une même voix. Enfin, en tout cas, ça me semble... Moi, je suis allé dans votre sens au début en reconnaissant le fait que Emmanuel Macron était identifié comme un interlocuteur privilégié, et que sans doute jusqu'à un stade, jusqu'à ce qu'il puisse ne plus... Enfin, ou que ça vienne aussi de l'autre côté, hein, et qu'il y a eu ces discussions qui ne soient plus possibles. Mais de fait, je pense qu'il y a une vraie nécessité de renforcer cette coopération plutôt que de vouloir jouer chacun dans notre camp, les volontaires d'un côté et Trump et sa gestion plus frontale d'un autre. Si Trump ou un Donald Trump était à l'Elysée demain, puisque c'est vraiment le titre de votre ouvrage, je le rappelle, c'est Vers un Trump français, Nicolas Conquer, publié chez Fayard, devrait-il encore livrer des armes à l'Ukraine ? Là, la question, c'est comment est-ce qu'on obtient la résolution de ce conflit dans les meilleurs délais et dans les meilleurs termes pour le peuple ukrainien. Évidemment, l'effort, il est à assurer, il est à nous de le supporter, et pas de manière cynique, en menant une guerre par proxy. Je pense qu'il faut qu'on ait le courage de nos idées et qu'on arrive à exprimer, à l'image du chef d'état-major qui en est revenu derrière, de dire voilà, il faut qu'on accepte de perdre nos enfants. Est-ce qu'on est prêt à assumer ce sacrifice ? Il ne faut pas que ça devienne une réalité virtuelle. On regarde ça à travers le prisme des réseaux sociaux, c'est horrible, on est exposé à cette violence. C'est des bombardements quotidiens sur Kiev et sur les autres métropoles ukrainiennes qui vivent ça, ce cauchemar, ce bain de sang depuis 4 ans de manière quotidienne, de manière incessante, Noël, vacances, jours fériés. Il y a cette vraie prise en compte en fait de cette souffrance et selon moi évidemment une aide à apporter, mais aussi une capacité de déterminer sur quelle est la stratégie qu'on va adopter et jusqu'où. Alors justement, c'est intéressant parce que vous citez ce militaire qui expliquait la France devrait être prête à perdre ses enfants. Vous-même, cette question est également, je me la pose, mais vous-même, si demain il y avait une agression de la Russie dans des pays européens, est-ce que vous seriez prêt à vous battre contre la Russie ? Là, on intervient sur le cas de l'Ukraine, qui est tout à fait particulier, qui est un pays qui n'était pas attaché aux membres de l'OTAN. Qui n'est pas encore dans l'Union européenne, mais si demain il devait y avoir une attaque, par exemple, dans un pays balte. Là, de fait, on est mobilisé pas seulement, d'ailleurs pas au titre d'une défense européenne, mais on est mobilisé au titre de l'article 5 de l'OTAN, et qui mobilise l'ensemble
des pays pas qui flottent sous pavillon de l'OTAN, mais donc l'Alliance Atlantique, donc notamment les États-Unis. Alors effectivement, il y a une question de souverainisme et de patriotisme, et de dire, mais oui, on est un peu emporté, comme on l'avait été suite aux attentats du 11 septembre, de suivre les États-Unis dans leur croisade impérialiste au Moyen-Orient, par le déclenchement de cet article 5. Donc, de fait, c'est pas moi qui discute, c'est une situation qui préexiste. Mais je pense que voilà, il faut avoir conscience de ces éléments-là et que on a capitalisé sur les dividendes de la paix et qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt tant militairement que psychologiquement pour endurer ce conflit de haute intensité dans lequel on a un peu oublié tout ça? Est-ce qu'on a, c'est vraiment un ethos qu'il faut arriver à réhabiliter? J'ai pas compris vraiment la réponse, mais la réponse, c'est oui ou non. Est-ce que vous seriez prêt à aller vous battre en fait? Enfin, moi, écoutez, je peux vous dire mon expérience personnelle. Enfin, moi, de fait, moi, j'ai servi dans l'armée de terre en tant qu'officier de réserve. J'étais formé à Saint-Cyr. S'il y a bien quelqu'un qui doit y aller, c'est peut-être quelqu'un qui soit formé. J'ai pas juste qu'on envoie de la chair à canon, vous voyez. D'accord, On est dans une armée professionnelle. Je pense que même les réservistes, dans un premier temps, ne seront pas ceux qui seront déployés. Donc, d'accord. encore une fois, c'est assez cynique de dire, bah, tiens, oui, on peut. Mais est-ce qu'on a les moyens de le faire? C'est la vraie question. Et pour mener quel type de conflit? Donc, je pense que c'est pas une réponse binaire. Et encore une fois, c'est pas à moi de prendre cette décision. D'accord. Et c'est encore une fois. Mais vous l'excluez pas, c'est ça que vous dites? Bah de fait, si la guerre s'aventure se progresse, enfin si c'est à Strasbourg ou dans la Marne ou aux frontières de Paris, jusqu'à où est-ce Ce qu'on qui va n'était pas attendre? mon scénario. Mon scénario, ce serait vraiment une attaque voilà, sur un des pays baltes, par exemple. Là où on a d'ailleurs des troupes qui sont positionnées. Non mais j'entends, mais encore une fois, c'est pas une mobilisation de masse. On va pas encore dire tiens, on va prendre tous les jeunes entre 18 et 50 ans pour aller sur les lignes de front. On est dans une professionnalisation, que vous vouliez ou non, on n'est pas dans une levée de conscription massive. D'accord. Mais de fait, c'est une question qu'il faut avoir. Est-ce que non, non, mais il s'agit de voilà, enfin les mobilisations. Enfin, qu'est-ce que vous apportez quoi? Il Alors faut, ça, c'est une autre question. Oui. ouais, je veux dire, ça se décide pas. Hein, il faut suivre. Voilà, c'est pas juste du volontarisme. On parle pas à la fleur au fusil. On a suivi ces classes, on a suivi de l'aguerrissement. C'est pas la volonté du nombre qui fait ça désormais. Vous voyez, on est sur des conflits qui se font essentiellement avec des drones. Où sont nos drones? Vous voyez, donc je veux dire, on est sur. C'est pas tellement des. Voilà, on est en train de renouer avec des guerres de haute intensité. C'est toute une doctrine on n'a pas assez assimilé, ou on n'a pas sans doute mis en place les moyens ou réalloué les efforts pour faire face à ce type de menace. Mais effectivement, la question, elle se pose à chacun. Oui. Justement, si un Trump français devait arriver à l'Élysée, est-ce qu'il devrait sortir de l'OTAN ou du commandement de l'OTAN, ou bien et être complètement indépendant, ou bien... Ah, mais c'est une belle question, parce qu'effectivement, on le disait, c'est pas moi qui le disais, que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Ce qu'il disait, c'était Emmanuel Macron. Bon, c'était avant le début de la guerre en Ukraine. Depuis, désormais, il y a un vrai effort de volontarisme qui, comme je le redis, a été favorisé par l'action de Donald Trump. Des menaces de dire, bah, si vous ne financez pas vos contributions, on sort du club, ou on vous sort du club. Et ça, c'est très important. Moi-même, et c'est peut-être ça où vous montrez que je ne suis pas pour un atlantisme vassalisé, mais j'étais très contre l'action de Nicolas Sarkozy de rejoindre le commandement intégré de l'OTAN. Le commandement militaire intégré de l'OTAN qui n'était pas justifié. Donc je dirais pas que la nécessité actuelle voudrait qu'on en sorte, mais de fait c'est de réaffirmer la souveraineté de l'État, de la nation française, plutôt que d'être noyé dans des instances supranationales. Donc non, ça ne suppose pas de sortir de l'OTAN. Je devance peut-être votre autre question, mais c'est de ne pas aller vers davantage de fédéralisme européen. Voilà, c'est ma question suivante, bien sûr. C'est est-ce que demain, il ne faudrait pas avoir une Europe puissance qui n'aurait plus besoin de l'OTAN, par exemple, pour se protéger? Qui parle quand on pose la question? Parce que vous voyez, je peux vous faire la reproche, c'est le binational. Est-ce que c'est l'allemand, vous, le français, l'européen? Vous voyez, c'est intéressant de savoir d'où vient la question, camarade. Alors, bien entendu. Alors, je parlerai ensuite, justement, quand on parlera de la protection du nucléaire, Hein? on en parlera et on se posera la D'accord. question. Pardon, oui, donc est-ce que par rapport aux crises qu'on vit, est-ce qu'il faut plus d'Europe, quoi? En gros, bah, moi, je prends le contre-pied. Pour moi, il faut plus de souveraineté populaire. Il faut une Europe des nations plutôt qu'une Europe fédérale. D'accord. Il y a depuis 50 ans cette question d'Europe de la défense, c'est une belle lubie, et on en reparlera plus forte raison pour la mutualisation de l'arme nucléaire. Je pense qu'effectivement, on a lieu d'avoir une forte coopération qui passe d'un point de vue militaire, mais que du point de vue tant de nos identités que nos particularismes et que nos modèles économiques, nos langues font qu'on ne peut pas se diluer dans un magma européiste. Et à plus forte raison derrière cette logique bruxelloise technocratique qui a complètement mis de côté la composante, excusez du mot, mais identitaire quoi, de chacun de ces peuples. Donc je suis plus
dans une logique d'Europe des nations. Et donc, comment est-ce que ça va dans le renforcement, indépendamment qu'on soit d'accord sur la manière, mais sur le principe? Oui, effectivement, il faut qu'on arrive à redéfendre les intérêts européens, et je vais le dire, peut-être ça va surprendre, je fais volontairement un contre-pied, mais on aborde la question de la souveraineté par rapport à une question de souveraineté, une défense, une question militaire, mais il y a une souveraineté numérique à retrouver, qui est de réaffirmer la capacité d'innover du point de vue européen, d'arrêter d'entraver l'innovation à travers des règlements qui visent aussi à imposer de la conformité, que ce soit les DSA, les AI Act, qui viennent entraver le fait de lancer nos propres plateformes européennes. Donc c'est trouver les bons modèles pour renforcer la compétitivité européenne plutôt que de mettre en place des différentes contraintes bureaucratiques, administratives qui viennent entraver et faire qu'on exporte tous nos génies français et peut-être même européens à l'étranger. Alors, sur l'Europe des nations, je comprends votre position, mais si chacun renforce son armée avec ses équipements, avec ses obus, etc., est-ce qu'il ne faut pas essayer pour autant d'essayer de standardiser un certain nombre de choses de façon à pouvoir être compatible, par exemple Bon, c'était déjà le cas, vous savez, ce qu'on utilise dans les armes, c'est le calibre OTAN, le 5,56, mais derrière, je pense qu'il faut bien rappeler que la souveraineté, elle est avant tout nationale. Moi, j'ai servi dans l'armée à l'époque où on avait un fusil d'assaut français, le FAMAS qui était produit à Saint-Étienne. Désormais, on a défini des cahiers des charges qui, c'était quasiment pipé, privilégiaient des fabricants étrangers. Le HK, on a privilégié une industrie allemande pour l'armement léger. Mais dans un autre cas de figure... Mais il y a des contreparties, j'imagine. Oui, mais de fait, qui vont au détriment de tant pour le FAMAS, mais peut-être pour autre chose. Peut-être. Mais voilà, sans vouloir nous dire en quoi il faudrait qu'on adapte nos formats et plus d'uniformité, allons poser la question aux Danois, même aux Allemands, aux Portugais qui achètent des armements militaires américains. Et c'est malgré la situation actuelle des choses, vous voyez. Donc ça pose encore une fois, là, peut-être qu'ils vous allez dire ils trouvent des contreparties. Quand les Danois achètent des F-35, peut-être qu'ils ont des contreparties. Alors pas sur le Groenland, mais voilà, c'est cette question que ça pose. Mais je pense que nous, on a cette position singulière, d'autant plus que par nos fleurons qu'on a dans cette industrie et qu'on se doit de développer et de mettre en avant, plutôt que de vouloir faire des courbettes, notamment là en l'occurrence vis-à-vis de l'Allemagne. Alors justement, on va parler, j'imagine que vous pensez aussi à ça, à cet avion du futur, là, le chasseur, le SCAF en question. Est-ce que finalement ce ne serait pas tout à fait légitime de dire l'Allemagne qui a tant d'argent et qui investit autant d'argent aujourd'hui pourrait vouloir créer ou avoir un certain nombre d'expertises sur ce futur avion de chasse qu'on partagerait avec la France qui a des expertises pour le coup, mais qui n'a plus d'argent, donc financerait un projet en commun. Oui, bien sûr. Encore une fois, ce ne sera pas la première fois. On a vu des projets comme Ariane, Airbus, il y a des qui ont projets. été d'énormes succès. Non, bien sûr. Non, mais encore une fois, ce n'est pas une objection de principe. Mais derrière, je vous vois venir à travers cette coopération, des questions de coopération sur un nouvel avion de nouvelle génération, qui est critique et qui est nécessaire, alors qui encore une fois ne doit pas omettre les compétences objectives et reconnues du Rafale et de notre propre aviation. Et tout le monde les reconnaît d'ailleurs. Bien sûr, bon, on a quand même du mal à l'exporter, mais c'est peut-être... On a eu du mal, mais maintenant il se vend je bien. vois, il y a pas mal de commandes, mais bon, je sais pas bref, tout ça pour dire que... Pensez à l'Inde. Oui. Je ne sais pas où ça en est, il y avait l'Inde, le Brésil, bref. Maintenant, la question, c'est, à travers un peu, je vois que vous essayez de mettre le pied dans la porte à travers un projet de coopération autour d'un avion pour dire, tiens, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même sur l'arme nucléaire? Je demande peut-être votre question, mais la question... À venir. Mais effectivement, en soi, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on puisse recevoir des financements, et à plus forte raison européens, sur un projet commun de défense, qui là sont très ciblés, et c'est à l'aune d'un projet, donc pourquoi pas. L'idée d'avoir une défense unie ou une Europe de la défense, pour moi, ça me semble être une belle fiction qui, hélas, tarde à voir le jour. Ça fait depuis avant que je suis né qu'on en parle. D'accord, donc des équipements éventuellement en commun, mais alors pas de commandement unifié, par exemple européen. Bon, vous savez, au niveau européen, au niveau OTAN, il y a quand même des représentations, il y a quand même un effort conjoint des exercices qui sont menés. Mais non, effectivement, l'enjeu, c'est de bien avoir nos particularismes et ces détachements européens, français, allemands, quand ils sont envoyés dans des zones de guerre en Afghanistan ou ailleurs, quand c'était l'époque, avaient une bonne coopération et apporté une bonne singularité et des expertises qui leur étaient propres. Donc, oui.
D'accord. Et alors c'est vrai que depuis l'an dernier, c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais on voit les Allemands parler publiquement d'un éventuel partage de l'arme atomique avec la France. On comprend bien sûr l'intérêt des Allemands qui pourraient ainsi s'émanciper de cette protection atomique américaine qui ne semble plus assurée, hein, ou garantie. Et d'un autre côté, peut-être cela permettrait à la France de recevoir de nouveau des fonds, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas en fait une logique, une sorte d'équation économique qui fonctionnerait? Moi, je pense que là, le sujet, il est autre que juste économique. C'est une vraie question d'investissements stratégiques qui ont été faits pour pouvoir assurer cette troisième voie qui était celle, la voie de la France, et qui aujourd'hui voudrait que certains de nos gouvernants qui ont, selon moi, pas l'autorité de déterminer qu'on servait à brader notre souveraineté. Cette pouvoir de dissuasion nucléaire, elle s'inscrit dans toute une stratégie qui a été financée et portée par des théoriciens, des militaires et des contribuables français qui ont investi massivement dans ce projet-là. Donc ça me semble un peu à la va-vite de dire, bah tiens, effectivement, avec qui est-ce qu'on divise, ça me semble pas opportun. Ah, il n'y a pas eu de décision, hein, c'est pour le moment des Non, mais le fait discussions qu'on préliminaires. on fait des coups de sonde, je pense que ça devrait légitimement nous interpeller. Et ça nous interpelle tous, bien entendu. Mais on peut aussi comprendre pour la France que l'Allemagne ou d'autres pays limitrophes font partie des intérêts vitaux de la France. Encore une fois, raisonnons par un principe de proximité, hein. Nos intérêts vitaux, ils sont en France, hein. C'est-à-dire qu'on a une industrie qu'on a sabrée et on a tout un commerce extérieur qui est menacé par la puissance industrielle allemande et sa capacité d'exportation dont elle vit. On n'a pas du tout maintenu ce tissu industriel. L'euro-fort a défavorisé essentiellement notre tissu économique. Encore une fois, il n'y a pas d'intérêt stratégique et encore moins d'intérêt commun. Donc, effectivement, on est des partenaires, ce fameux couple franco-allemand, si tant est qu'on puisse encore parler de couple. Il y a des intérêts qui sont spécifiques et une coopération qui doit être renforcée, mais nos intérêts seront avant tout ceux des Français qu'on doit défendre. D'accord, très bien. Et typiquement, juste parce que vous avez parlé à plusieurs occasions d'un Trump à l'Élysée, encore une fois, je rappelle que c'est une question, et je fais un léger pas de côté dedans pour trouver une figure qui serait une émanation, mais qui serait davantage plus compatible avec nos institutions, notre culture, notre histoire, notre langue et notre temps. L'enjeu n'est pas ici, à défaut de qui serait l'incarnation, l'enjeu est surtout de réaffirmer une forme de patriotisme et d'une souveraineté, plutôt que de militer pour une instance technocratique qui vendrait davantage d'Europe. Si je peux juste divulgacher un élément du livre, c'est que je ne suis pas en train de prôner un leader qui dit il faut plus d'Europe ou un leader européen ou européiste, même si évidemment, et ça ne figure même pas dans mon livre, je ne parle pas du tout de Frexit ni quoi que ce soit, je ne suis pas du tout pour... encore une fois, il y a des urgences et des priorités. Alors, dernière rubrique que j'ai appelée Oui, non, Jein. Il me semble que vous êtes vous-même germanophone, vous avez habité en Allemagne. Hein. J'ai habité en Allemagne et je l'ai appris de nombreuses années à l'école. D'accord, très bien. Alors vous savez comme on dit le oui et le non en allemand c'est ja et nein, mais il y a un mot qu'on ne connaît pas en français, c'est le jein qui est une sorte de mélange de ni oui ni non et qu'on utilise beaucoup. Alors je vais vous demander Avant qu'on rentre sur cette section, j'en ai profité pour peut-être vous égaler dans le port des attributs français. Et voilà, je prendrai le contre-pied si vous permettez. Voilà, je me dis, voilà, ce serait une manière de me singulariser. Voilà, le bleu et le rouge, on trouvera peut-être un terrain d'entente. C'est parfait. Alors, oui, non, Jein, c'est des réponses donc courtes à des questions courtes. Si nous devions avoir un ou une Donald Trump français, devrait-il étendre la dissuasion nucléaire à l'Allemagne? Nein. Devrait-il préparer une liste de moyens de pression contre les USA si ceux-ci venaient à menacer l'Allemagne, comme l'a apparemment fait récemment Friedrich Merz? Assurément, oui, il faut prévoir. Mais de fait, juste, je reviens rapidement parce qu'on en a parlé du Groenland, on a parlé de ce fameux bazooka commercial. Enfin, je pense qu'il faut c'est au niveau européen, mais là je parlais au niveau allemand. Il faut une bonne gradation, je trouve que voilà, typiquement, on a mal joué nos cartes, si c'était le cas. Donc oui, mais assurément, mais indéniablement. D'accord. Devrait-il répliquer aux droits de douane de Donald Trump sur les produits américains? Il faut le faire intelligemment. Ça a été très mal géré là. L'idée de viser des produits symboliques américains, c'était sûr que ça allait engager une réplique. Je rappelle qu'on n'est pas les premiers et pas les derniers à faire du protectionnisme. Et de fait, il faut encore une fois savoir que c'est l'industrie allemande qui est bénéfique, encore une fois, des exportations vers le marché américain et que nous-mêmes, nous ne sommes pas bénéficiaires vis-à-vis du commerce extérieur, vis-à-vis des Donc Américains. oui, non ou Yaina?
Il faut répliquer Yein, allez. D'accord. Devrait-il avoir une police de l'immigration similaire à celle existant aux USA, celle qu'on appelle ICE? Folia, bien sûr. Folia, ok. L'Amérique fait-elle toujours autant rêver les Français et les Européens? Encore une fois, ce rêve américain, parfois c'est une idée fausse. Je pense qu'il faut qu'on arrive à s'interroger vraiment sur ce que ça inspire. On nous a dit depuis de 40 ans que l'empire américain est en train de s'écrouler. Bon, j'attends encore, hein. Et je pense qu'il faut s'intéresser en quoi elle peut arriver à nous renforcer dans nos deux idées de rêve français et rêve américain. Donc oui. L'UE a-t-elle été créée pour entuber les USA? Non, malgré ce qu'on peut dire, non, de fait, ça s'inscrivait dans un... Enfin, l'UE, on rappelle que c'est un long cheminement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais non, il n'y a pas une logique d'entuber, mais oui, qui est entubé, je pense que c'est la volonté populaire. C'est devenu un machin bureaucratique qui échappe à un pouvoir... Enfin, la Commission européenne ne représente pas les intérêts des peuples européens. La Russie est-elle responsable de la guerre en Ukraine? Il y a vol. Et dernière question, c'est la plus critique, je l'ai repris de votre livre. Les Allemands mangent-ils de la choucroute au petit déjeuner? Non, juste Weichspur et Weichbier. Exactement, donc la réponse est non. Non.